Sous l'eau, tout change. Les bruits deviennent sourds, la pression augmente et la moindre erreur peut être fatale. Certains plongent pour le plaisir, d'autres pour le travail ou pour battre des records. Mais parfois, la mer décide de ne pas les laisser remonter. Il y a longtemps, sur la chaîne Trash, on vous avait déjà raconté des histoires de plongée dramatiques. Mais aujourd'hui, en voici 4 nouvelles encore plus terrifiantes. Le couple disparu en mer. La Grande Barrière de Corail est l'un des plus grands écosystèmes au monde, carrément visible depuis l'espace. Chaque année, plus de 2 millions de touristes viennent en Australie pour l'admirer, avec souvent en option des plongées pour immortaliser l'instant présent. Mais pour un couple venu des États-Unis, ce moment va se transformer en cauchemar. Le soleil tape fort, l'eau est chaude. À bord du bateau Outer Edge, une vingtaine de touristes se préparent pour une plongée de loisirs. Parmi eux, Tom et Eileen Lonergan. Tous les deux professeurs et passionnés de plongée, ils sont en voyage en Australie depuis plusieurs mois. Vers 15h, le groupe arrive au niveau du récif de Saint-Crispin, l'un des plus beaux spots de la Grande Barrière. Tom et Eileen plongent. Comme les autres, les moniteurs donnent rendez-vous au même endroit dans 40 minutes et tout semble bien se passer. Alors, vers 16h, le capitaine donne le signal du retour, le bateau lève l'ancre et quitte la zone, direction Port Douglas. Mais dans l'eau, deux silhouettes émergent, presque invisibles à cette distance. Tom et Eileen viennent de remonter à la surface et devant eux, il n'y a plus rien. Le bateau est déjà loin. Ils agitent les bras, crient, mais personne ne les voit. Ils sont seuls à 50 km de la côte, sans radio, sans GPS, ni fusée de détresse, juste avec leur combinaison et autour d'eux, un océan infini. Les heures passent, le ciel s'assombrit et les vagues montent. Pire, le couple est en train de dériver peu à peu. Pendant ce temps, les passagers du bateau sont déjà rentrés chez eux, sans se douter de rien. Ce n'est que 2 jours plus tard, en rangeant les affaires laissées à bord, que l'équipage tombe sur 2 sacs. Ils n'ont jamais été réclamés, logique, ce sont les affaires de Tom et Eileen. L'alerte est enfin donnée, mais il est déjà trop tard. Aucun corps, aucune trace, jusqu'à ce qu'une ardoise sous-marine refasse surface, échouée sur une plage. Dessus, un message est griffonné. À toute personne qui peut nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif à Guincourt par l'Outer Edge le 25 janvier 98 à 15h. Aidez-nous, s'il vous plaît. Venez nous sauver avant que nous mourions. Au secours. Quelques semaines plus tard, des équipements de plongée sur lesquels sont inscrits leurs noms et prénoms sont retrouvés le long de la côte. Alors, des rumeurs commencent à circuler. Certains disent qu'ils auraient organisé leur disparition. Un bateau italien arrivé sur les lieux dès le lendemain aurait embarqué un couple anglophone. D'autres affirment les avoir vus dans les lieux ailleurs en Australie. Une fuite, une nouvelle identité, un suite. Les hypothèses se multiplient, car dans leur carnet intime, retrouvés par la suite, il y a des propos qui sèment le doute. Des envies de disparaître avec la volonté d'une mort rapide et douloureuse. Mais là, sachant qu'ils ont survécu au moins jusqu'au lendemain et qu'il semble qu'ils cherchaient de l'aide, il n'y a rien de rapide. Non, la thèse la plus solide, c'est celle d'un accident évitable, à cause d'une négligence dramatique. L'entreprise Outer Edge n'a respecté aucun protocole de sécurité, pas de comptage rigoureux des plongeurs avant le départ. Et pour cela, elle a été condamnée par la justice australienne. Tom et Eileen, eux, n'ont jamais été retrouvés. Donc difficile d'en tirer une conclusion. Pris au piège sous l'océan. Ici, pas de corail ni de lagon turquoise. Il ne s'agit pas de plongée loisir, mais d'un travail de maintenance industrielle. Au large, dans le golfe de Paria, une équipe de plongeurs s'apprête à effectuer une mission de routine. Inspecter et entretenir un pipeline d'environ 90 cm de diamètre. En gros, c'est un énorme tuyau posé au fond de la mer qui sert à faire circuler du pétrole ou du gaz entre 2 installations. Ici, la profondeur est d'environ 18 mètres, les conditions sont normales, tout semble sous contrôle. L'opération est menée par Paria Fuel Trading, une société pétrolière nationale à Trinité et Tobago. Les 5 hommes expérimentés descendent dans une cloche de plongée, un petit espace rempli d'air positionné à l'entrée du tuyau. Mais d'un coup, tout bascule. Une vanne de sécurité restée ouverte provoque une différence de pression colossale. Un phénomène connu sous le nom d'effet delta P, delta comme différence, P comme pression. Pour être clair, l'eau est aspirée avec une force brutale à l'intérieur du pipeline et en une fraction de seconde, les 5 plongeurs sont engloutis.
Coincés dans un tuyau étroit, plongés dans le noir total, sans repère, presque sans oxygène. Ils sont piégés sous la mer. L'un d'eux, Christopher Boudram, parvient à se stabiliser dans une zone du conduit. Il est blessé, désorienté et ne sait pas où sont les autres, mais il les entend un peu plus loin. Après une discussion désespérée, il se dévoue pour tenter de rejoindre la surface et aller chercher de l'aide. Il n'a presque plus d'air, ne sait même pas s'il avance dans la bonne direction, quand, miracle, il trouve une bouteille d'oxygène. Alors, pendant plus de 3 heures, il progresse à l'aveugle à travers l'intérieur du pipeline, jusqu'à enfin trouver la sortie. Il est extirpé, transféré en urgence et sauvé. Mais ses 4 collègues, eux, sont restés coincés à l'intérieur. À ce stade, il faut comprendre qu'ils ne sont pas morts. Le pipeline est immense et il y a plusieurs zones d'air. Mais l'eau est en train de monter petit à petit. Des plongeurs présents sur place veulent les aider. Ils affirment avoir entendu taper depuis l'extérieur du tuyau, ce qui confirme qu'ils sont toujours en vie à l'intérieur. Mais la direction de Paria Fuel Trading refuse, car selon eux, c'est trop risqué sans un vrai plan d'action. Ils arrêtent les tentatives de sauvetage et le temps s'écoule. Ce n'est que 72 heures plus tard que des plongeurs sont autorisés à intervenir. Ils atteignent enfin l'intérieur du tuyau, mais vous vous en doutez, il est trop tard. Fizal Kourban, Kazim Ali Junior, Youssouf Henry et Rishi Nagassar n'ont pas survécu, probablement asphyxiés. L'enquête officielle révèle un enchaînement de négligences graves, sans procédure d'urgence ni de plan de sauvetage. Une chaîne de décisions absurdes pendant que des hommes mouraient. Christopher Boudram, le seul survivant, témoignera. Inside it was like an unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. Dans tout le pays, la colère gronde, car cet accident aurait clairement pu être évité, et un hommage national est rendu aux victimes. Le record de trop. Parmi les sports les plus extrêmes au monde, il y a l'apnée no limit. Le but, descendre le plus profond possible en apnée accroché à un traîneau lesté. Et une fois en bas, déclencher un ballon gonflable qui vous propulse à toute vitesse vers la surface. Pas de nage, juste le souffle et la pression. C'est la phase la plus rapide, mais aussi la plus dangereuse, avec un réel risque de perte de connaissance. Le 17 août 2002, l'apnéiste britannique Tanya Streeter atteint 160 mètres de profondeur, un nouveau record du monde chez les femmes. Mais quelques semaines plus tard, une Française s'apprête à faire mieux. Je vous présente Audrey Mestre, 28 ans, une brillante apnéiste qui avait déjà quelques records en poche. À ses côtés, son mari, Francisco Ferreras, surnommé Pipine. Légende de l'apnée no limit dans les années 90, sa santé n'est plus au top. Il a déjà fait plusieurs malaises en plongée. Alors, il a transmis son savoir et sa passion à celle qu'il aime. Audrey vise 171 mètres de profondeur, un record jamais atteint même dans la catégorie masculine. Elle s'est entraînée pendant des mois, a déjà atteint 166 mètres à l'entraînement. Audrey est prête. Ce jour-là, une équipe est là pour filmer le record. Mais l'ambiance est étrange, Audrey semble fatiguée et certains la trouvent nerveuse, voire absente. Elle s'installe sur le traîneau, respire une dernière fois et s'enfonce dans l'eau. La descente dure 1 minute 40. Et jusque-là, tout se passe comme prévu. À 171 mètres, elle déclenche le système de remontée, mais le ballon ne se gonfle pas. C'est la panique. Le plongeur de sécurité à ses côtés tente de le gonfler manuellement en utilisant le détendeur relié à sa propre bouteille d'air comprimé. Mais le système n'est pas prévu pour ça, et la remontée reste désespérément lente. À la surface, l'inquiétude monte quand le ballon de remontée réapparaît. Sans Audrey. Le deuxième plongeur de sécurité la repère à 120 mètres, elle est en syncope, inconsciente. Mais il ne peut pas la remonter au-delà de 90 mètres. Il risquerait sa propre vie à cause de la pression. Alors, Pipine, son mari, plonge. Il la rejoint, l'attrape et la ramène à la surface. 8 minutes 38 après le début de l'apnée. Audrey est inconsciente, mais son pouls est encore là. Il y a un mince espoir, jusqu'à ce qu'on découvre que le médecin d'urgence présent sur place n'est en réalité qu'un simple dentiste.
Alors, elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais peu après son arrivée, elle est officiellement déclarée morte. Le monde de l'apnée est sous le choc, et très vite, des questions se posent. Pourquoi n'y avait-il que 2 plongeurs de sécurité, alors que pour le record de Tanya Streeter, il y en avait 16? Ça aurait permis de la faire remonter bien plus rapidement. Et surtout, pourquoi avoir maintenu la tentative alors que de nombreux signes annonçaient un désastre? L'enquête révélera que le réservoir censé gonfler le ballon contenait trop peu d'air. Et c'est Pippin, son mari, qui était responsable de vérifier tout ça. Certains pensent qu'il a forcé Audrey à battre le record pour ensuite la sauver sous les caméras, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, Tanya possède toujours le record féminin avec ses 160 mètres et elle s'est exprimée. If I'm honest, I think the reason that Pippin pushed Audrey was because Pippin couldn't do it himself. And I know that's really inflammatory, and I hope he doesn't know where I live, but I truly believe that. En 2022, Netflix sort un film, un peu nul, librement inspiré de cette histoire. Sous emprise. Le personnage de Pippin y est décrit comme un homme toxique, manipulateur et dangereux, une description qui a été démentie directement par les parents d'Audrey qui encore aujourd'hui sont proches de lui. Pour ça, Pippin attaque la plateforme en justice, mais en vain, vu que tous les noms et lieux ont été modifiés. L'histoire d'Audrey Mestre laisse encore des questions sans réponse. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de ne pas oublier son nom. Le miracle inexpliqué. Jusqu'ici, toutes nos histoires se sont terminées dans le silence et la douleur. Mais parfois, dans les profondeurs, il peut se passer des choses que l'on n'explique pas. Au large de l'Écosse, par 91 mètres de fond, une mission de routine commence pour une équipe de plongeurs industriels. Ils travaillent pour une entreprise de maintenance sous-marine chargée d'inspecter des installations pétrolières. Parmi eux, Chris Lemons, 32 ans, plongeur professionnel aguerri. Il évolue sous l'eau, relié au navire par une sorte de cordon ombilical. Un câble qui lui fournit oxygène, lumière, chauffage et communication. Mais cette fois, rien ne va se passer comme prévu. Cette nuit-là, la météo n'est pas bonne. Il y a des vagues de plus de 5 mètres de haut et des vents supérieurs à 60 km/h. Une alarme stridente retentit, le voyant du système DP passe à l'orange puis au rouge. Pour info, le DP, c'est ce qui permet au navire de rester parfaitement en place, malgré les courants. Là, autrement dit, c'est la merde. À cet instant, les plongeurs n'ont plus le choix. Ils doivent remonter, et vite. Le navire dérive, il est devenu incontrôlable. Pour survivre, ils doivent suivre leur cordon jusqu'à la cloche de plongée et espérer rejoindre le bateau à temps. Mais Chris a un problème. Il ne peut plus avancer car son cordon est coincé. Puis, en une fraction de seconde, le câble est arraché, séparé du bateau. À partir de là, Chris est seul, toujours à 91 mètres de profondeur. Plongé dans le noir, il est voué à lui-même au fond de la mer. Son seul espoir, c'est ses bouteilles d'oxygène, censées lui offrir 5 à 7 minutes de survie, pas plus. Mais à la surface, le contact a disparu, alors personne ne sait où il est. Et dans ces profondeurs, chercher un homme sans lumière ni signal, c'est pire que chercher une aiguille dans une botte de foin. Le temps passe, et à bord, personne n'ose y croire. Ses chances de survie sont proches de 0. Mais par chance, il est localisé par un robot sous-marin. Chris gît au sol, au-dessus du collecteur. Son corps convulse encore. Le bateau se redirige avec difficulté vers la structure, mais quand l'équipage le retrouve à nouveau, il ne bouge plus. 35 minutes ont passé, il n'y a plus aucun espoir. Et David Yuasa, l'un des plongeurs, descend pour récupérer son corps. Il le ramène à la surface, inerte et froid, mais là, un miracle se produit. Un autre membre de l'équipage, Duncan Alcock, lui insuffle de l'air. Et contre toute attente, Chris respire. Il n'a aucune séquelle cérébrale et parle comme si de rien n'était. Les médecins n'en reviennent pas, à cette profondeur, avec aussi peu d'oxygène, il aurait dû mourir. Alors, comment a-t-il survécu ? Le froid extrême, peut-être. Son sang aurait ralenti, son métabolisme aussi, et son corps, sous l'effet de la pression, aurait consommé moins d'oxygène, juste assez pour rester en vie. Chris, lui, n'a aucun souvenir, il se souvient du câble qui se détache, du noir, puis plus rien. Le reste, c'est un mystère qui, cette fois, laisse place à la vie.